Quand il y a des questions, attendez d'avoir le micro, posez votre question dans le micro et on fait les réponses à travers le micro. Voilà. Je vous remercie par avance et je vous souhaite à tous une excellente séance. Bien évidemment. Par ailleurs, comment on peut suivre ça ? Il y a combien de personnes en distanciel ? Quand il y a des questions, vous savez combien ? Et là, je vais avoir le micro. Posez votre question. Je suis une femme, je peux faire deux choses en même temps, mais pas là. Ça m'angoisse de me voir faire mon petit speech. Comment on peut savoir ? Voilà. En distanciel, d'accord. Voilà. Bien. Là, je vais te... Voilà. Si tu veux le mettre entre nous, ce sera parfait. Bien, bonsoir à chacun, content de vous retrouver. Alors, une fois n'est pas coutume, on essaye toujours de maintenir exactement la programmation prévue, mais il se trouve, et vous en avez été avertis, que malheureusement, l'intervenant prévu sur l'aquaculture, qui sera forcément une très belle rencontre, parce que dans quelle mesure est-ce que l'aquaculture peut être une solution macroéconomique pour demain, cet intervenant est souffrant et ne pouvait donc pas être parmi nous ce soir. Et donc je voudrais remercier tout chaleureusement, tout particulièrement Mika Meret, qui est un ami, qui nous fait une fois de plus démonstration de son amitié en ayant accepté, je dis ça pour les étudiants qui parfois râlent quand j'anticipe de 5 jours les exposés, Mika Meret d'anticiper son intervention du 29 mars prochain 2022 à ce soir. Un grand merci, tu as dû bousculer un certain nombre d'éléments, je crois que c'était à l'école de guerre où tu devais intervenir. Donc Audrey Blier te présentera tout à l'heure, mais vraiment un merci très chaleureux pour nous parler d'un sujet ô combien essentiel, tant pour l'empreinte CO2 que pour les questions de géopolitique, géoéconomie de l'hydrogène appliqué au naval. Je crois que ça va être une très belle soirée. J'espère que tu vas nous ouvrir des pistes qui nous amènent, si ce n'est à rêver, du moins à entrevoir l'avenir avec optimisme. Je voudrais simplement dire quelque chose, je ne le fais jamais, mais nous sommes un certain nombre à être sous le choc ici. Nous avons perdu un très grand historien de la marine, qui est le professeur Philippe Audrère, qui nous a quittés brutalement jeudi dernier. Beaucoup d'entre vous le connaissez. Il était au dernier mardi de la mer pour l'Académie de marine. Il était là, donc c'était le 28 octobre de mémoire. Donc véritablement, je tenais à vous faire part vraiment de cette nouvelle. Les étudiants le connaissent aussi. Combien n'ont-ils pas travaillé sur ces travaux sur les compagnies des Indes, dont il était le meilleur spécialiste en Europe. C'est véritablement une grande perte et je ne voulais pas commencer cette séance sans véritablement lui rendre cet hommage en communion de pensée avec beaucoup de confrères ici présents de l'Académie de marine. Voilà. Bien, écoutez, Eudes, à toi de nous présenter, non pas la géopolitique de l'hydrogène, pourquoi pas, mais notre intervenant. Non, effectivement, moi je laisse l'intervenant parler du sujet, je parle de l'intervenant. Mika, vous êtes un homme de passion, vous êtes un homme d'addition de passion. D'abord, celle qui date de votre enfance et qui vous porte toujours depuis. Passion des Outre-mer pour leur développement économique et passion pour les pôles et leur importance géostratégique. L'origine de votre conviction que les dynamiques géopolitiques du XXIe siècle seront dictées par l'évolution climatique et la stratégie des régions polaires. Puis passion pour les solutions pour le climat et dans cette perspective, pour la géopolitique de l'hydrogène dont vous allez nous parler. Vous êtes consultant, vous êtes analyste de marché spécialisé dans les enjeux arctiques et antarctiques, un temps collaborateur parlementaire du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, comment se rapprocher d'un pôle. Vous créez en 2014 le cluster polaire, premier réseau d'échange entre experts et décideurs économiques français sur ces régions polaires. Depuis 2016, vous êtes expert évaluateur de l'Arctique auprès de la Commission européenne. Vous êtes administrateur et expert référent Arctique de la fondation CEFACIL, think tank spécialisé dans la logistique maritime. Vous concevez avec l'Institut libre d'études des relations internationales, l'ILERI, une formation en management de projets internationaux spécialisés sur la coopération internationale des Outre-mer et de l'environnement. Aujourd'hui, vous enseignez, vous transmettez des savoirs. Vous êtes à Sciences Po, secrétaire général de HR Outre-mer et chargé d'enseignement sur les enjeux arctiques. À HEC Paris, chargé d'enseignement géopolitique de l'Arctique et de l'Antarctique et chargé d'enseignement géopolitique et marché de l'hydrogène. À l'école de guerre, vous êtes responsable du comité sécurité et environnement et intervenant enjeux arctiques et antarctiques et environnement. À l'Institut libre d'études de relations internationales, professeur de géopolitique de l'hydrogène. C'est tout. C'est tout. Je m'arrête là. Je dirais simplement que vous avez publié il y a 3 ans un ouvrage tout à fait reconnu, Les mondes polaires,
et puis que vous avez reçu le prix de l'essai géopolitique de l'Hilléry et le prix du livre de géopolitique des prépas en 2020, et qu'en août dernier, vous publiez Hydrogène, enjeux économiques et politiques, et c'est la base de votre présentation de ce soir. Alors merci d'être là, Mika, et puis à vous. Je vous remercie beaucoup, Eudes. Si vous me permettez, je vais me lever, c'est pour ça que j'ai pris le bris commun, histoire que ce soit un petit peu plus dynamique, et puis j'ai du mal à tenir assis. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est pas tous les jours qu'on me fait une présentation aussi détaillée et élogieuse. Par contre, l'Hilléry, effectivement, j'arrête à la fin de l'année parce que ça fait quand même un peu trop d'activités de fête. Mais en tout cas, s'ils sont en ligne, on les salue. Alors bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Ouais. L'hydrogène, ça vous parle ou pas trop? Levez la main à ceux à qui ça parle, juste pour que je me rende compte. Ceux qui lèvent la main sont donc ceux qui connaissent bien les sujets de l'hydrogène. Ah mince, voilà. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Donc l'objectif ce soir, c'est d'essayer de vous faire une introduction au sujet de l'hydrogène appliqué au naval, en tout cas autant que faire se peut. Je m'excuse d'avance parce que j'ai monté cette présentation en quelques dizaines de minutes, on va pas se mentir. Donc il y a une 60aine de slides pour vous, ça devrait suffire pour 45 minutes. Mais donc l'idée c'est que ce soit le plus dynamique possible et puis surtout qu'on puisse avoir un temps d'échange à la fin parce que j'imagine que tout le monde ne sera pas convaincu. Certains ont peut-être même des préjugés ou des idées reçues, positives ou négatives, sur la question de l'hydrogène. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre une sauce, je suis là pour vous dire voilà ce qui se passe en ce moment dans le secteur et voilà ceux qui pourraient arriver. Et puis on peut en débattre ensemble après. Est-ce que je garde mon masque, chers amis? On va dire que oui. Je suis à plus d'1 mètre. Ah, c'est ça le prétexte. Bon, très bien, puisque je suis à plus d'1 mètre, j'ai bien fait de prendre le micro-main. Voilà, comme ça, ce sera peut-être un peu plus sympa. Bonsoir à tous. Alors, du coup, si on peut passer aux slides, ce serait chouette, comme ça, on va pouvoir, vous allez voir, enchaîner. S'il y a un peu trop d'infos, si c'est trop rapide, etc., surtout, n'ayez crainte, vous aurez mes adresses mail à la fin. Vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux de manière pour que je puisse vous les envoyer ou peut-être qu'on les mettra sur le site. Bref, en tout cas, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, première des choses, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un navire, ou plutôt d'un projet qui s'appelle Energy Observer? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Très bien, alors j'ai pas entendu beaucoup de oui. Mais le projet Energy Observer, en fait, pour vous la faire courte, c'est le premier navire dans le monde qui est véritablement autonome. C'est-à-dire qu'avec ses panneaux solaires, avec son éolienne à bord, etc., le système de batterie, les piles à combustible qui va bien, tout simplement, ce navire s'est fait un nom, évidemment, depuis maintenant plus de 3 ans, soutenu par diverses entreprises françaises, pour aller partout dans le monde, montrer qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de faire un navire 100% autonome, sans avoir besoin de recharger quoi que ce soit sur la planète, et qui peut aller jusqu'en Arctique, jusqu'en Antarctique, etc. Ça a développé ensuite une start-up qui s'appelle EODev, et qui aujourd'hui finance même d'autres start-up. C'est assez intéressant de voir comment cet écosystème de l'hydrogène en France, il est né à terre, mais il est né aussi pour grande partie dans le maritime. Parce qu'en réalité, quand on parle d'hydrogène, on parle de quoi? On parle déjà d'un vecteur énergétique plus que d'une source d'énergie. Je ne sais pas combien ont fait SVT comme moi dans les années 90 ou 2000. Je fais large comme période. Mais en tout cas, quand j'ai fait SVT, moi, au collège et puis après au lycée, on m'expliquait qu'il n'y avait pas d'hydrogène naturel sur la planète. Alors on va voir plus tard dans la présentation que si, ça existe. Mais au-delà de ça, parce que ça ferait de l'hydrogène une source d'énergie, on va surtout parler d'hydrogène sous forme de vecteur. Et il y a plein de vecteurs différents, c'est-à-dire qu'il y a l'hydrogène pur, normal, qu'on va appeler H2, donc en fait, normalement, on devrait dire dihydrogène, mais on dit hydrogène juste par convention et simplicité, c'est un petit raccourci. Dans l'hydrogène, on va ajouter aussi, par exemple, l'ammoniac, NH3, on va ajouter le toluène ou le méthylcyclohexane, ou on va ajouter, par exemple, encore le iméthanol, bref, plein de composés qui vont être développés à partir de l'hydrogène pour justement amener l'énergie qui va être produite à la base par des énergies renouvelables principalement, on va en reparler ensuite, d'un point A à un point B en toute flexibilité. Voilà, en 2 mots, en une phrase, c'est ça l'enjeu. Mais évidemment, on ne va pas se contenter de ça. Ce que vous voyez derrière moi, c'est tout simplement la question clé du secteur de l'hydrogène aujourd'hui et pour l'avenir. C'est-à-dire, est-ce que cette industrie, qui n'est pas naissante, ça fait longtemps, on va en parler, que l'hydrogène est sur la table, est-ce que cette industrie va être une industrie globale, donc mondialisée, ou est-ce que ça va être plutôt une industrie locale, donc avec des circuits courts? Et là-dessus, vous allez voir qu'en Europe, pour l'instant, on s'est posé la question et on n'a pas trouvé une réponse commune, parce que typiquement, s'il y a une stratégie nationale hydrogène depuis
le 8 juillet 2020, eh bien, il n'empêche qu'il y a toujours une dichotomie, pour ne pas dire une dissension, voire une concurrence entre l'Allemagne et un petit groupe de pays qui disent, bien sûr, il faut développer l'hydrogène, comme vous le voyez ici, à partir de grands pays qui peuvent être très loin dans le monde et qui vont produire de l'hydrogène renouvelable, pas cher, en masse, et après l'importer jusqu'en Europe par la mer. Et puis d'autres États majoritaires qui, comme la France, disent « Ah non, 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 ça c'est pas une bonne idée. La bonne idée, pour construire des filières durables, pour avoir des emplois, etc., c'est de produire l'hydrogène localement en circuit court. » Et là aussi, il y a une dimension navale, puisqu'on peut faire de l'hydrogène, évidemment, sur les littoraux pour bénéficier de l'eau de mer plutôt que de l'eau douce de l'intérieur des terres pour pouvoir produire cet hydrogène. Bref, donc ça, c'est le cadrage géopolitique ou géoéconomique du sujet. L'hydrogène global ou local. Et il y a un sujet qui va être tout à fait clé, tout à fait élémentaire pour commencer à répondre à cette question, c'est aujourd'hui comment s'organise la démographie sur la planète et en particulier, évidemment, ses ramifications économiques. Tout simplement, vous avez une projection Mercator derrière moi, rien de plus simple. Dans ce petit cercle-là, tout simplement, vous avez plus d'humains qui vivent à l'intérieur du cercle que d'humains qui vivent en dehors du cercle. Donc la question qui se pose ici, c'est comment on répond à leurs besoins qui sont grandissants, ces humains qui sont à l'intérieur de ce cercle. Est-ce qu'à l'intérieur de ce cercle, ils vont être capables, par exemple, de faire de l'hydrogène tout seul, localement, et puis à bas coût, évidemment, et puis de manière abondante, et puis évidemment de manière la moins carbonée possible, pour pouvoir alimenter leurs besoins actuels et futurs? Grande question. A priori, la réponse est peut-être. Belle façon de ne pas répondre, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, ça c'était le cadrage, on va dire, général de l'enjeu. Maintenant, je vous propose de fonctionner en entonnoir inversé. Partons de notre beau pays, la France. Notre beau pays, la France, qui du coup s'est doté d'une stratégie hydrogène le 8 septembre 2020, stratégie qui se voulait déployer un grand plan sur 2020-2030 dans le cadre du plan de relance, puis au-delà, pour pouvoir tout simplement développer une filière hydrogène au long cours, c'est-à-dire partir de l'existant, qui est aujourd'hui déjà très dense, avec plus de 250 entreprises, plus de 350 entreprises françaises membres de l'association France Hydrogène, qui est l'association qui consolide la filière. Mais l'idée, ça a été d'aller encore plus loin, parce que la compétition hydrogène s'est accélérée très très vite. Et vous l'avez peut-être entendu quand le président de la République s'est rendu chez Genvia, l'une des pépites françaises, justement le 16 novembre dernier. Il a dit, les 7,2 milliards qu'on avait prévus en 2020 dans la stratégie dans le cadre du plan de relance, on va ajouter 1,9 milliard parce que véritablement, il faut mettre les moyens pour faire en sorte que cette filière soit véritablement consolidée à long terme. Bon. Donc aujourd'hui, ce 7,2 plus 1,9 milliard, ça nous positionne à 9,1 milliards. On est grosso modo dans les pays européens qui avons l'ambition la plus importante. Le pays en Europe qui a l'ambition la plus importante, c'est l'Allemagne, de longue date, avec une diplomatie de l'hydrogène très agressive, très rapidement, dès les années 2016-2017, là où la France développe à peine aujourd'hui sa diplomatie de l'hydrogène pour ce qu'elle existe. Et puis ensuite, vous allez trouver l'Espagne, le nord des Pays-Bas, vous allez trouver la Portugal, l'Italie, la Grèce, plein de pays européens, un petit peu dans tous les sens. Vous verrez une carte à la fin, en conclusion de cette intervention, avec tous les pays qui ont une stratégie hydrogène ou qui sont en train de l'écrire. Bon. Donc nous, ça nous place dans le top 4, on va dire, des pays européens en termes d'ambition, sachant que à ce stade, sur ces 9,1 milliards français, il n'y en a que 4 véritablement qui ont été fléchés. Et typiquement, si on compare ça à l'Espagne, l'Espagne a une ambition de 9,2 milliards, mais fondamentalement, il n'y a que 1,5 milliard qui a été fléché pour l'instant. Donc voilà, il faut comparer aussi l'ambition avec ce qui est véritablement fléché. Alors, ces 9,1 milliards vont servir à quoi? Ils vont servir à 3 objectifs. Le premier objectif, c'est installer 6 gigawatts de capacité de production d'hydrogène vert. Alors vous allez me dire, pourquoi on compte ça en gigawatts? Parce que tout simplement, comme on va le voir un peu plus tard, l'hydrogène vert, on va surtout le produire à partir de sources électriques. Et donc, du coup, autant qu'on compte en gigawatts, parce qu'en réalité, ce qui va compter, c'est la capacité, l'installation des électrolyseurs, c'est-à-dire principalement les machines qui vont permettre de transformer tout simplement le courant électrique en hydrogène. Comment ça se passe? On verra ça un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le premier objectif. Installer des capacités de production locales. L'Allemagne n'a pas le même objectif. L'Allemagne pense récupérer, importer près de la moitié de son hydrogène à l'horizon 2030 de l'étranger et ça ne lui pose pas de problème.
C'est pour ça qu'en Allemagne, on va parler de secteur de l'hydrogène sans plus, avec une vraie géopolitique, une vraie agressivité diplomatique, là où en France, on va parler spécifiquement de souveraineté énergétique quand on parle de l'hydrogène. Et vous l'avez peut-être entendu quand vous avez entendu des membres du gouvernement ou le président de la République en parler. L'idée, c'est de dire, voilà, l'hydrogène va nous rendre souverains énergétiquement, comparément évidemment aux 98% d'importation de nos hydrocarbures actuels. Alors, le deuxième sujet, le deuxième objectif de la stratégie, c'est économiser 6 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. C'est à la fois beaucoup et bien peu dans la lutte contre le réchauffement climatique, bien sûr, mais effectivement, c'est l'un des piliers de la stratégie, ou en tout cas des déclarations d'engagement de réduction des émissions carbone de la France à l'horizon 2030 dans le cadre du mécanisme des NDC, donc post-accord de Paris. Et le troisième objectif, c'est de créer des emplois. C'est de faire en sorte que ce soit une filière qui crée des emplois localement. C'est aussi ça l'intérêt de faire de l'hydrogène localement, c'est de ne pas créer des emplois en Australie avec de l'argent allemand, c'est vraiment, ou en Namibie avec de l'argent français, c'est véritablement de créer des emplois français avec de l'argent français. Et pourquoi pas des technos françaises aussi. Donc les objectifs sont ceux-là. Et pour y arriver, il n'y a pas qu'une stratégie nationale. Stratégie nationale qui a émergé avec un premier plan d'investissement d'avenir de Nicolas Hulot en 2018 à hauteur de 100 millions d'euros. Et en 2020, on est à 7,2 milliards et en 2021, on est à 9,1 milliards, pour vous donner une idée de la progression très rapide. Donc, il fallait aussi constituer des outils de gouvernance. Et là, pour le coup, c'est le secteur public, mais aussi le secteur privé qui doit se mobiliser pour effectivement structurer cette filière. Alors, il y a l'association France Hydrogène, comme je vous le disais, qui existe déjà depuis une quinzaine d'années. Mais au-delà de France Hydrogène, il faut aussi structurer une filière à l'export. Donc, il y a une Hydrogène Task Force de MEDEF International et France Hydrogène, dont je fais partie du comité de pilotage, je le dis en toute transparence. Et il y a aussi le réseau CCI France, qui s'est doté d'un réseau national hydrogène, ça date d'il y a à peine un mois, histoire de, encore une fois, fédérer dans les territoires. Et je ne parle même pas des pôles de compétitivité qui ont développé des filières hydrogène localement ou qui ont réussi à bâtir leur compétitivité autour de l'hydrogène en ce qui concerne les énergies renouvelables ou les nouveaux systèmes énergétiques. Bref, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. On va parler des Outre-mer aussi à la fin de cette intervention, parce que je ne peux pas vous faire une intervention maintenant, en plus que j'ai la chance d'être secrétaire général de la chaire Outre-mer de Sciences Po nouvellement créée, sans vous dire que, effectivement, dans les Outre-mer, il y a plusieurs premières mondiales qui ont eu lieu ces 2 dernières années en ce qui concerne l'hydrogène, en Guyane, à La Réunion ou encore en Martinique. On va en parler. Donc, il y a tout ça. Dans le cadre du plan de relance de la stratégie française, il y a les 275 millions d'euros qui sont dédiés spécifiquement à la constitution d'écosystèmes. C'est-à-dire, voilà, vous allez par exemple à Auxerre, à Lyon, à Belfort, à Montpellier ou je ne sais où en France, dans les 7 grands bassins hydrogènes qui sont en train de se former petit à petit, vous allez avoir donc des entreprises, petites ou grandes, vous allez avoir des innovateurs, des financiers, des collectivités locales, vous allez avoir aussi, évidemment, des instituts de recherche ou des universités. Bref, l'idée, c'est de constituer ces écosystèmes pour que ça marche, l'innovation. En gros, l'idée avec l'hydrogène en France, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs que sur le photovoltaïque ou sur l'éolien il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Et donc de laisser passer les trains et de voir ensuite la Chine nous vendre ses capacités et ses technos. Donc ça, c'est l'objectif, en tout cas, c'est l'ambition. Et puis ensuite, il y a les coopérations transfrontalières avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec le Luxembourg, peut-être avec la Belgique. Bon. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'à l'échelle de la géopolitique ou de la géoéconomie de l'hydrogène en France, il est très intéressant de voir que toutes les régions françaises hexagonales disposent aujourd'hui, nous sommes en novembre 2021, d'une stratégie hydrogène régionale. Tous. Que ce soit des gouvernements de gauche, de droite, tous. Alors évidemment, les engagements ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, historiquement parlant, il y avait des régions où il y avait plus d'hydrogène que dans d'autres. Parce que comme je vous l'ai dit, l'hydrogène n'est pas nouveau. L'hydrogène, on l'exploite par exemple pour faire l'éclairage public à Paris depuis 1799. 1700, j'ai pas fait d'erreur, 1799, c'est pas nouveau. À l'époque, c'était avec du gaz fait à partir de houille. On a pensé faire des voitures à hydrogène, à pile à combustible dès la fin du 19e siècle aussi. Vous pouvez en voir certains exemplaires, par exemple, au musée automobile de Compiègne. Donc, c'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, vous allez le voir, c'est qu'il s'est passé quelque chose ces 5-6 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'hydrogène peut être véritablement massifié, commodifié, globalisé.
Donc toutes ces régions, et en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été la première à faire une stratégie hydrogène à proprement parler, aujourd'hui, si cette région concentre 80% des emplois hydrogène en France et 70% des investissements en 2020, c'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'il y a l'écosystème de Grenoble, il y a un écosystème à Lyon, il y a un petit écosystème à Bourg-en-Bresse, il y a un écosystème à Clermont-Ferrand. C'est pas récent, tout ça. Sauf que l'hydrogène qu'on produit ou qu'on manipule, il n'est pas décarboné. Alors comment fait-on ? Parce que la question que vous pourriez me poser spontanément, je l'anticipe tout de suite, c'est est-ce que l'hydrogène pour le naval ou pour autre chose d'ailleurs, est-ce que c'est une vraie solution ou est-ce que c'est du greenwashing ? Et aujourd'hui, c'est un peu des deux. Et la question, c'est à l'avenir, est-ce que ça peut ne plus être du greenwashing et être une vraie solution ? C'est ça la vraie question. Alors, pour comprendre pourquoi c'est du greenwashing, il faut se poser la question donc de d'où vient cet hydrogène. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est tout simplement un graphe qui vous montre tranquillement où est-ce qu'on produit, comment on produit l'hydrogène. Alors à ce stade, vous avez grosso modo 3 choix, si on fait très simplement. Je vais détailler un peu plus juste après. Soit vous extrayez du gaz naturel et vous le transformez en hydrogène, donc gaz naturel, énergie fossile bien sûr. Soit vous extrayez du charbon et vous le transformez en hydrogène, encore une fois les énergies fossiles. Soit vous utilisez des énergies renouvelables. On peut aussi en faire avec de la biomasse. Par exemple, la biomasse, il y a aussi une dimension carbonée, même si il y a des intrants renouvelables. Ça reste carboné, il faut le décarboner aussi en partie. Bon. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'en réalité, tant que l'hydrogène est et restera surtout un vecteur énergétique qui part d'une source primaire qui n'est pas de l'hydrogène pour aller à une utilisation X, Y, Z, eh bien tout simplement, la valeur environnementale, écologique de l'hydrogène va dépendre de la chaîne de valeur, de la source primaire avec laquelle on a fait cet hydrogène. Tout simplement. Ça, vous êtes toujours avec moi ? Ok, nickel. Alors continuons. Parce que du coup, si on fait le constat cru, je commençais à vous le dire il y a 2 secondes, l'hydrogène aujourd'hui, c'est pas vert. Ce que vous voyez, c'est la production mondiale d'hydrogène en fonction des sources d'énergie primaire en 2018. Alors vous voyez du coup que c'est surtout le gaz naturel qui emporte la mise, ici en violet, vous le retrouvez en bas, évidemment là aussi en violet, c'est du gaz naturel à la base. Puis en vert, le charbon, je ne sais pas pourquoi l'Agence internationale de l'énergie a mis vert le charbon, mais bon, en tout cas ça vient de chez eux. Et puis ensuite, marginalement du pétrole et très marginalement de l'électricité. Donc ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est qu'aujourd'hui, la production mondiale d'hydrogène, et quand je dis aujourd'hui, c'est 2019 pour le coup, c'est une production d'hydrogène à 99% à partir d'énergie fossile. Donc si vous produisez votre vecteur à 99% à partir d'énergie fossile, autant vous dire qu'aujourd'hui, il n'est pas vert. Du coup, qu'est-ce que je fais là ? Et les applications, elles ne sont pas vertes non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité, la grande majorité de l'utilisation de l'hydrogène dans le monde, c'est pour raffiner du pétrole. Et oui, parce que ça permet de désulfurer, en faisant très rapide encore une fois, ça permet de dessoufrer le pétrole. Donc le raffinage, puis ensuite l'ammoniac. Donc faire de l'ammoniac tout simplement pour NH3, donc hydrogène et azote, pour pouvoir faire des fertilisants par exemple, pour l'agriculture. Vous allez en utiliser aussi pour faire un peu de méthanol. Et si votre hydrogène, il est vert, c'est bien, ça vous fait du e-méthanol et ça c'est pas mal. Mais si votre hydrogène, il n'est pas vert, votre méthanol, il n'est pas vert, ça reste un composé carboné classique, et du coup, ça ne marche pas. Le DRI, c'est plutôt pas mal. Le DRI, c'est pour faire de l'acier à partir d'hydrogène. Bon, ben voilà, du fer puis de l'acier. Donc les applications ne sont pas vertes. Est-ce que ça va changer à l'avenir ? Potentiellement. En tout cas, le point de départ aujourd'hui, c'est pour faire 1 kg d'hydrogène en moyenne sur la planète, on émet 9 kg de CO2. 1 pour 9. C'est mieux qu'il y a 5 ans, où c'était 1 pour 11 en moyenne. Mais en tout cas, ça reste 1 pour 9. Donc aujourd'hui, non, l'hydrogène, c'est pas vert. Donc aujourd'hui, si vous avez une voiture hydrogène, a priori, l'hydrogène que vous mettez dans votre voiture, il n'est pas vert. Mais, encore une fois, il ne faut pas réfléchir de manière statique. Il faut réfléchir de manière dynamique. On est là pour ça. On fait de la prospective, évidemment, la prospective calculée et contrôlée. Et de fait, le premier objectif, c'est de faire descendre l'industrie de l'hydrogène sous un seuil de 3 kg de CO2 pour 1 kg d'hydrogène. Donc un rapport de 1 à 9 a passé à un rapport de 1 à 3. Donc divisé par 3 l'intensité carbone de la production d'hydrogène, si je résume. C'est pas évident. Et ça demande beaucoup d'investissement.
Mais le véritable Graal, si vous voulez, ou en tout cas ce que demande aujourd'hui la Commission européenne dans sa proto-taxonomie sur l'hydrogène, c'est d'arriver à 1 pour 1. C'est d'arriver à 1 pour 1, parce qu'effectivement, avec 1 pour 1, on pourra envisager une certaine décarbonation à l'échelle de la planète si cette industrie de l'hydrogène est couplée évidemment avec une industrie aussi de la captation, de la séquestration du carbone. Donc là-dessus, il y a un point qui va être clé aussi, c'est de se dire que les hydrogènes bas carbone ne sont pas forcément tous renouvelables. Vous pouvez très très bien faire de l'hydrogène à partir d'énergie nucléaire, par exemple. Ce ne sera pas du renouvelable, mais c'est du bas carbone. Ça aussi, c'est une dichotomie qu'il faut absolument faire. Donc aujourd'hui, si on prend tous les secteurs économiques, le secteur industriel, qui pourraient être décarbonés avec de l'hydrogène massivement d'ici 2050, ou en tout cas qui ont un intérêt économique à moyen ou à long terme à se décarboner, qui n'ont pas le choix, comme par exemple le secteur très polluant du transport maritime, au hasard, lors d'un mardi de la mer, ou le secteur des data centers, très polluant, ou le secteur de l'aviation, très polluant, ou le secteur des aciéries, des cimentiers, bref, vous m'avez compris. Eh bien, tout simplement, petit à petit, ce que les lobbyistes du secteur de l'hydrogène estiment, c'est que si véritablement toutes les industries qui pourraient passer à l'hydrogène passaient à l'hydrogène, eh bien, on pourrait avoir quelque chose comme une réduction des émissions de CO2 à l'échelle de la planète de 50% sur la base des émissions actuelles. Voilà. Donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est un slide qui vient du Conseil de l'hydrogène. Donc, c'est tout simplement le lobby principal mondial de la filière. Mais voilà, il faut aussi être un petit peu honnête vis-à-vis de ce genre de perspective. Donc, les hydrogènes aujourd'hui sont gris ou bruns. Alors, j'aime pas trop parler des couleurs d'hydrogène, ça a de moins en moins sens. Il vaut mieux parler d'hydrogène carboné, bas carbone et zéro carbone ou renouvelable. Mais de fait, aujourd'hui, pour l'instant, on est obligé de parler d'hydrogène carboné. Et pour faire la distinction entre les différents types d'hydrogène, par exemple, hydrogène à partir de charbon ou hydrogène à partir de gaz naturel, on va surtout utiliser donc un rainbow, un arc-en-ciel de l'hydrogène, où le charbon va être brun ou noir, où le gaz naturel va être gris. Bref, en tout cas, ce que vous voyez derrière moi, c'est la production d'hydrogène en Chine. Et comme vous le voyez, d'un point de vue compétitivité économique, c'est évidemment pour l'instant les hydrogènes carbonés qui sont les plus compétitifs. Et pourquoi vous montrez la Chine ? Tout simplement parce que la Chine est aujourd'hui d'ores et déjà le numéro 1 mondial de la production d'hydrogène, avec 33% de la production d'hydrogène dans le monde. Donc, ce qui se passe en Chine a un impact sur l'ensemble de la filière, naturellement. Donc les hydrogènes bruns et gris sont les plus compétitifs. Et puis, il y a un nouvel hydrogène qui arrive, un hydrogène porté depuis, on entend parler de ça depuis 2015, depuis les accords de Paris, c'est l'hydrogène bleu. Alors l'hydrogène bleu, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'hydrogène fait à partir d'énergies fossiles, donc encore une fois, pétrole, gaz, charbon, mais avec lesquels on va utiliser un séquestrateur de carbone, c'est-à-dire au moment où vous allez transformer, principalement par gazification, votre charbon, votre pétrole, ou surtout votre gaz naturel en hydrogène, eh bien, au lieu de laisser partir les molécules carbonées dans l'atmosphère, vous allez les séquestrer comme une espèce de grand filtre, si vous voulez, sur les cheminées, pour essayer de faire en sorte que ce carbone ne parte pas dans l'atmosphère, et donc du coup, ce faisant, essayer de décarboner votre hydrogène. Ça ne vous aidera pas à tout décarboner, parce que de fait, au moment où vous allez extraire votre gaz ou votre charbon en amont, vous allez aussi émettre du CO2, donc ce n'est pas évident, n'est-ce pas ? Mais c'est déjà une première bonne chose pour tous les pays rentiers des énergies fossiles qui n'ont pas du tout envie, et là vous pouvez penser par exemple à l'Arabie Saoudite, à la Russie, petit à petit au Nigeria et d'autres, ce genre de pays qui n'ont pas du tout envie de changer leur modèle économique, qui sont très très bien avec leur système rentier sur la base carbonée, et qui vont utiliser donc ce système des séquestrateurs de carbone, ou alors par exemple de la pyrolyse. À ce moment-là, on parle d'hydrogène turquoise, mais je vous passe les détails. Bref, pour essayer de décarboner au maximum leur secteur rentier, tout simplement. Donc pour un État comme la Russie, en Arctique ici, essayer de passer à l'hydrogène pour exporter non plus du gaz naturel venant de l'Arctique, mais de l'hydrogène fait à partir de gaz naturel venant de l'Arctique, ça vaut le coup. En tout cas, ça permet de greenwasher, très clairement, vos énergies fossiles. Et donc de maintenir votre système entier. Et évidemment, tout ça passera par la mer, mais ça, on en reparle juste après. Donc, il y a tout ça qui existe, qui ne plaide pas pour une solution optimiste vis-à-vis de l'hydrogène. Mais en réalité, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la dynamique
du secteur, elle est véritablement, le vent est vraiment en poupe derrière le bas carbone. Et en particulier ce qu'on appelle l'hydrogène vert. C'est ce que vous voyez ici sur le petit slide derrière, à droite, là, qui vient aussi d'ailleurs du Conseil de l'hydrogène, mais celui-là, il est relativement plus juste que le précédent, parce que celui-ci, pour le coup, il vous montre que, bon, ils vont continuer à faire du bleu, donc c'est-à-dire, je vous rappelle, du gris décarboné, pas complètement, et du vert. Mais c'est le vert qui va évidemment s'imposer. Parce que le vert, en théorie, et je dis bien en théorie, on peut en faire partout. Et c'est pour ça que la logique d'hydrogène local, elle a le vent en poupe. Vent en poupe renforcé par la baisse des LCOE, pour faire très court, pour la baisse des coûts marginaux de l'énergie, des énergies renouvelables, en particulier du solaire et de l'éolien. Que ce soit de l'onshore ou de l'offshore, on s'en fiche, vous avez des baisses de coûts, moins 70% pour l'un, moins 90% pour l'autre sur 10 ans, qui sont relativement avérées. Cette dynamique-là, elle renforce la compétitivité de l'hydrogène vert par rapport aux hydrogènes carbonés. C'est ce que vous voyez sur le slide derrière moi. La projection que vous voyez vient de Bloomberg, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un média particulièrement écologiste, et de fait, ou idéaliste non plus d'ailleurs. Et ce que vous voyez, c'est que l'hydrogène vert a vocation, dès les années 2030, à être à un seuil de compétitivité similaire à celui des hydrogènes carbonés, et en 2050, à le dépasser. En réalité, cette analyse date de début 2020, celle que vous voyez derrière moi, de Bloomberg. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est maintenant en novembre 2021, vous savez tous, j'imagine, qu'il y a une crise du gaz en Europe. Oui, levez la main ceux qui ne sont pas au courant pour la crise du gaz en Europe. Ok, alors donc n'ayez pas honte. La crise du gaz en Europe, pour ceux qui ont levé la main, les rares, qui ont osé, bravo à vous, consiste tout simplement à dire, voilà, le gaz est de plus en plus rare, il est de plus en plus cher, il fait de plus en plus froid, on a de plus en plus besoin de gaz, malheureusement, il est de plus en plus rare et de plus en plus cher sur les marchés, pas rare dans la planète, et donc du coup, le prix monte. Et donc les prix du gaz montant, les prix de l'électricité montent aussi. C'est exactement la crise qu'on est en train de vivre. Et de fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'hydrogène vert, c'est-à-dire fait, là en l'occurrence à partir de sources électriques, au niveau de prix du gaz actuellement en Europe, eh bien tout simplement l'hydrogène vert en Europe est aujourd'hui, fin 2021, avant même tous les développements des nouvelles générations d'électrolyseurs ou je ne sais quoi, les optimisations dans tous les sens, aussi compétitif, voire plus compétitif que l'hydrogène carboné, actuellement en Europe en novembre 2021. Donc comme quoi, il y a un potentiel. Et ça, par contre, cette analyse que je viens de vous dire, elle ne vient ni de moi, ni du Conseil de l'hydrogène, elle vient tout simplement de l'Université d'Oxford. Alors vous allez me dire, ou en tout cas certains me disent, notamment sur Twitter, qui aiment bien pinailler et mégoter, oui, mais l'intermittence des énergies, c'est insupportable, vous êtes là en train de nous parler de solaire et d'éolien, mais chacun sait que quand il n'y a pas de vent, vos trains ne tourneront pas, ou je ne sais quoi. Bon, en réalité, le sujet de l'hydrogène, il est assez simple, c'est que l'hydrogène, justement, est le parfait ami des énergies renouvelables, pour une raison assez simple, c'est que si vous avez des programmes énergétiques avec des énergies intermittentes, par exemple, du solaire. Comme chacun sait, il n'y a pas de soleil la nuit. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et du coup, si je vous apprends autre chose, quand il n'y a pas de vent, les éoliennes, ça ne marche pas. Donc, très bien. Ce qui fait que pour pouvoir lisser la production et assurer une injection d'électricité sur les réseaux qui soit relativement stable, on va utiliser l'hydrogène pour stocker l'électricité qui va être produite à un instant T, quand votre panneau solaire ou quand votre éolienne va produire, et on va la restituer quand il y en aura besoin, c'est-à-dire quand il y aura moins de vent ou que ce sera la nuit, si jamais les besoins la nuit sont énormes, si la France devient une gigantesque boîte de nuit et a plus de besoins électriques la nuit que le jour, ce qui a priori n'arrivera pas. Bon. Donc l'hydrogène sert à ça, à lisser cette injection sur le réseau, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est que si vous voulez optimiser vos prix de l'hydrogène, il va falloir utiliser votre électrolyseur, je vous rappelle, cette machine qui permet de transformer l'électricité en hydrogène, le plus longtemps possible. Donc une année faisant 8760 heures, ça aussi je vous l'apprends si vous ne le savez pas, une année faisant 8760 heures, il est très intéressant pour vous, si vous voulez faire un programme d'énergie renouvelable, d'avoir un électrolyseur avec vous pour faire de l'hydrogène à terme, 2025 ou 2030 évidemment, qui soit utilisé 5000 heures, 6000 heures, voire 7000 heures si vous pouvez, de manière à pouvoir optimiser tout simplement votre coût d'exploitation.
C'est ça dont on se parle. Et les nouveaux électrolyseurs permettent ça. Ils permettent ça avec une deuxième dynamique qui explique pourquoi il y a une hype autour de l'hydrogène. Et vous inquiétez pas, je vais parler du maritime, hein. Parce que pour l'instant, on est très à terre, hein, évidemment. Là, vous voyez 3 générations différentes d'électrolyseurs qui se sont développées depuis le 19e siècle pour l'un, ici, les alcalines, jusqu'à aujourd'hui. Et de fait, ici, sur les alcalins, on va avoir un taux d'efficacité, une déficience de votre électrolyseur dans un alentour de 50%, donc c'est-à-dire 50% de l'énergie que vous allez injecter dans l'électrolyseur va être restituée sous forme d'hydrogène à la sortie. Mais maintenant, les startups ou compagnies plus ou moins grandes qui travaillent par exemple sur les électrolyseurs à haute température, comme Genvia, par exemple, c'est une des boîtes qui travaillent sur cette technologie, mais c'est une pépite française, donc à côté de Béziers, c'est la boîte qu'a visité le président de la République la semaine dernière. Eh bien, de fait, on parle d'une efficience de cet électrolyseur de 98 à 99%, et plus 50. Donc ça aussi, ça change beaucoup de choses, économiquement parlant. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, par rapport aux analyses qui étaient faites en 2018, 2019, ou même début 2020, sur la pénétration du secteur de l'hydrogène et des électrolyseurs, eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que le marché va plus vite, pour les baisses de coûts, hein, j'entends, que toutes les projections qui sont sorties en 2018, 2019 ou 2020. C'est ce que vous voyez derrière moi. Là, vous avez une analyse qui date de début 2020 et qui prévoyait une courbe de baisse de coûts des électrolyseurs de cet ordre-là, ici en pointillé. Eh bien, tout simplement, même pas 6 mois après, vous avez un premier deal entre une boîte norvégienne qui fabrique des électrolyseurs, Nel, et un opérateur américain qui va faire des camions longue distance, des semi-remorques longue distance à hydrogène, qui étaient bien en dessous de toutes les projections, même pour 2050. C'est très intéressant de voir comment le marché va plus vite. Ça a surpris tout le monde, même les plus grands spécialistes, les plus grands experts du secteur qui misaient dessus depuis 20 ans. Donc, pour vous la faire courte, vous avez plein de formes d'hydrogène, plein de couleurs. Les couleurs qui nous intéressent sont celles qui sont bas carbone, et celles qui nous intéressent sont surtout celles qui sont inférieures à 10% d'émissions. Donc inférieures à ce facteur 1,1 que j'évoquais tout à l'heure. Donc de fait, vous allez retrouver le turquoise. Donc on va prendre une hydrocarbure ou un déchet organique et on va le pyrolyser, on va le brûler, quoi. Et ça nous donnera un résidu carboné solide. Donc comme c'est solide, vous pouvez le manipuler, il ne part pas dans l'atmosphère, de fait. On va utiliser de l'hydrogène vert, électrolyse, ou alors du gaz vert issu de la biomasse. Ça, c'est bien pour nos agriculteurs. D'ailleurs, c'est dans la PAC, la nouvelle politique agricole commune, qui est votée en ce moment même au Parlement européen, si elle n'est pas déjà votée. Et puis, l'hydrogène rose. Donc, l'hydrogène à partir de nucléaire, c'est pas moi qui ai inventé le terme hydrogène rose. Voilà, le nucléaire, c'est pas forcément rose, mais en tout cas, ils ont inventé l'hydrogène rose, comme les gaziers avaient inventé gaz naturel. Voilà. Il y a des appellations comme ça qui fonctionnent. Et enfin, il y a l'hydrogène blanc. Cet hydrogène naturel que j'évoquais tout à l'heure, qu'on m'avait dit qu'il n'existait pas là, en fait, il existe. Et il existe et il y en a en France. On va en reparler. Donc, quand on parle d'hydrogène en mer appliqué au naval, et il me reste un petit quart d'heure. Je parle sous votre contrôle. L'hydrogène appliqué au naval. Donc, l'hydrogène en mer, c'est quoi? C'est de l'hydrogène embarqué, évidemment, sous forme de cargaison dans des navires, ou alors c'est de l'hydrogène embarqué sous forme de capacité de propulsion pour des navires. Mais l'hydrogène en mer, ça peut être aussi de la production en mer. De l'hydrogène offshore, à partir, par exemple, de marémoteurs, à partir de houlomoteurs, à partir éventuellement d'éoliens flottants, ou encore, ou ça peut être du posé, enfin bref, mais en mer, ou alors de solaire flottant, pourquoi pas, comme certains veulent essayer de le faire potentiellement pour certaines îles de nos outre-mer. On va en reparler peut-être. Donc ça, c'est intéressant. L'hydrogène pour des navires, pour des plateformes, pour des flotteurs. Il y a plein d'applications et plein d'entreprises qui se positionnent là-dessus. Mais ce qui nous intéresse d'un point de vue géoéconomique, c'est véritablement la question des flux, en réalité, d'hydrogène. C'est qui va produire et qui va importer. Et du coup, là, on va s'intéresser à un sujet qui est, donc, comme je vous l'ai dit, que cet hydrogène vert fait à partir de à peu près n'importe quoi de naturel, comme vous l'avez vu juste avant. Il vous faut de l'eau et de l'énergie renouvelable. Bien, de fait, on se dit spontanément que, en théorie, n'importe qui, n'importe quel pays pourrait produire de l'hydrogène. Mais le catch, c'est que n'importe qui ne pourra pas produire de l'hydrogène au même coût
évidemment. Ce qui va faire la différence, ce qui va discriminer les producteurs, c'est évidemment le coût de production. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment il y a deux groupes qui commencent à arriver là-dessus. Il y a les pays rentiers, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui font des hydrocarbures depuis longtemps, qui ont plein de cash et qui sont prêts à investir ce cash dans l'hydrogène vert, justement pour faire du bleu décarboné, souvenez-vous, mais aussi du vert, de manière à ne pas rater cette opportunité. Et là, on va retrouver Oman, on va retrouver l'Arabie Saoudite, on va retrouver Brunei, on va retrouver l'Australie, on va retrouver le Canada, j'en passe et des meilleurs. Alors, il y a ces pays rentiers, et puis il y a les nouveaux opportunistes, comme par exemple le Portugal ou l'Espagne, qui aujourd'hui, tout simplement, n'ont pas de pétrole, d'ailleurs ils n'en ont jamais eu du reste, et qui se disent aujourd'hui, je peux devenir un exportateur d'énergie, parce que tout simplement j'ai des ressources très abondantes, éventuellement peu chères, et à partir de là, je peux alimenter d'autres pays. Par exemple, le Portugal peut tout à fait essayer d'alimenter au hasard les Pays-Bas et l'Allemagne. Et c'est comme ça que, sur ces 5 dernières années, avec des sauts technologiques dans le secteur des électrolyseurs, dans le secteur du stockage, des sauts technologiques actuellement émergents dans le secteur du transport maritime, etc., eh bien tout simplement, le Portugal et les Pays-Bas ont scellé, il y a maintenant 6 mois, un accord bilatéral, diplomatique, pas un accord juste industriel, un accord diplomatique pour faire la première autoroute européenne de l'hydrogène. Autoroute évidemment maritime, donc ça ne passera pas par la France. Voilà, autoroute maritime depuis le port de Sines, sur lequel tout simplement le Portugal concentre ses investissements. Si vous le voyez, vous le verrez si vous regardez la stratégie hydrogène du Portugal, jusqu'à Rotterdam, premier port d'Europe, qui est aujourd'hui l'un des ports les plus actifs dans le développement des applications portuaires de l'hydrogène. Aussi bien sur l'importation que sur la décarbonation des outils portuaires sur le port lui-même. La Belgique, autre cas intéressant, la Belgique a sorti sa stratégie hydrogène il y a 15 jours, stratégie nationale. Et eux, ils misent sur l'importation aussi. Ils pourraient miser sur le nucléaire, mais ils veulent sortir du nucléaire. C'est dommage, en tout cas pour eux. Et du coup, ils se disent, voilà, on va produire un peu, mais on n'a pas non plus un territoire gigantesque, on n'a pas non plus du soleil 365 jours par an, ça se saurait. La pluie ne produit pas d'hydrogène, malheureusement, et la betterave non plus, quoique avec de la biomasse. Mais fondamentalement, surtout, ils vont donc, comme l'Allemagne, importer cet hydrogène. Ça fait partie de ce petit groupe de pays, comme je vous l'ai dit, qui voulaient faire de l'import d'hydrogène massivement. Et du coup, la Belgique a misé sur 2 pays principalement pour l'instant, mais c'est juste le début de leur diplomatie hydrogène. C'est le sultanat d'Oman, c'est ce que vous voyez sur la carte derrière moi avec le projet de l'entreprise belge d'Emé à Doukm, où l'idée c'est de faire une grande centrale d'éolien et de panneaux solaires pour alimenter des électrolyseurs qui vont donc produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, on va le mettre à bord d'un navire, soit sous forme d'hydrogène pur, mais j'y crois pas trop, plutôt sous forme d'ammoniac a priori. Et cet ammoniac, NH3, donc c'est de l'hydrogène et de l'azote. L'azote, vous le prenez dans l'air, c'est 75% de ce qu'on respire. Donc c'est pas compliqué d'avoir de l'azote. Et de fait, par contre, c'est toxique et ça pue. Mais en tout cas, c'est abondant. Et l'idée, c'est de l'amener sous forme d'ammoniac, donc jusqu'à la Belgique. Et là, de reséparer évidemment l'hydrogène de l'azote. Vous pouvez le rejeter dans l'air, l'azote, c'est pareil, c'est pas très grave. Donc typiquement, Oman. L'autre pays qui les intéresse beaucoup, avec lequel ils ont signé un accord bilatéral de coopération, c'est la Namibie. Alors la Namibie, je ne sais pas si vous voyez tous où c'est, la Namibie. On est au sud de l'Afrique, juste au nord de l'Afrique du Sud. Et l'idée pour la Namibie, qui a déjà 2 accords avec la Belgique et avec l'Allemagne, c'est évidemment de faire effet de levier sur l'ensoleillement massif, mais aussi sur les vents qui sont relativement importants et relativement stables en Namibie pour pouvoir faire la même chose et exporter de l'hydrogène sous forme d'ammoniac ou d'autres combinés. Levez la main ceux qui ont entendu parler du projet Desertec il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Alors peut-être que c'était avant la naissance de certains ici. Mais ça va, j'étais en primaire, ça va. Mais vous en avez entendu parler. Bon, tout va bien. Bon, alors Desertec, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est ce que vous voyez derrière moi sur le slide de gauche. C'est un projet massif porté principalement par les entreprises allemandes qui consistait à dire, voilà, on a le Sahara, on est en 2003, 2004, 2005 à ce moment-là. Voilà, il y a le Sahara, il y a beaucoup d'ensoleillement dans le Sahara. Ce qu'on vous propose, c'est de couvrir le Sahara avec des gigantesques panneaux solaires et ensuite de tirer des câbles pour aller jusqu'à la côte de la mer Méditerranée, puis des câbles sous-marins et alimenter l'Europe jusqu'à l'Allemagne, naturellement,
avec cette électricité. Entre-temps, il y a eu les printemps arabes. Entre-temps, il y a eu le Sahel, Barkhane, AQMI, tout ce que vous voulez. Autant vous dire que Desertec est un peu dead in the box. Voilà. Donc le sujet de Desertec, c'est comment on se réinvente. Parce que les boîtes allemandes qui ont investi là-dessus, non seulement elles y croyaient, elles y croient toujours, et elles ont investi quand même des billes. Donc le projet maintenant consiste à dire, alors c'est plus Desertec, c'est même pas Desertec 2.0, c'est Desertec 3.0. Et Desertec 3.0 maintenant est localisé non plus dans le Sahel, mais à Abu Dhabi, enfin aux Émirats Arabes Unis plutôt. Et donc l'idée, c'est de produire massivement, c'est le même business model, aux Émirats Arabes Unis, pourquoi pas en Arabie Saoudite ou à Oman, et d'importer ça vers l'Europe, sauf que de fait, c'est pas de là-bas que vous allez tirer des grands câbles électriques, parce que sinon, là, vous allez vous trouver avec la Syrie, l'Irak, enfin, vous comprenez l'idée, quoi. Donc comme vous n'avez pas non plus envie de faire un grand pipeline électrique ou d'hydrogène par la Turquie de manière à ce que Erdogan devienne Loukachenko, vous allez de fait plutôt passer par le maritime et le canal de Suez en l'occurrence. Ce qui fait que les Égyptiens s'y intéressent, vous allez en entendre parler à fond la caisse l'année prochaine. Je vous rappelle que la COP27 aura lieu à Sharm el-Sheikh en Belgique, en Égypte, et de fait la stratégie hydrogène égyptienne est en train d'être construite actuellement par le ministère de l'Électricité. Donc vous allez en entendre parler en masse de l'hydrogène en Égypte. Et ce n'est pas complètement déconnant de faire ça. Effectivement, il y a effectivement un business model. Et puis pour tous les pays en voie de développement, l'hydrogène, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller harponner, d'aller séduire les organismes financeurs internationaux comme la Banque mondiale, comme la Banque européenne d'investissement, comme l'AFD, pourquoi pas, etc., pour pouvoir tout simplement ramener des capitaux dans leur pays pour développer des infrastructures qu'ils n'ont pas, typiquement portuaires, mais aussi électrifier leur pays. Donc l'hydrogène va être utilisé, et l'est déjà, par pas mal de pays en développement en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est, justement donc pour attirer ces capitaux supplémentaires. Donc c'est une véritable lame de fond, et pas juste pour faire des bus ou des trains, mais véritablement pour faire de grandes usines de production. L'autre next big thing in hydrogen, c'est le Maroc. Puisque le Maroc a une stratégie intégrée autour de l'hydrogène. Ils viennent de publier leur stratégie nationale pas plus tard qu'au mois d'août et 2021. Et du coup, le Maroc espère à l'horizon 2030 capter presque 10%, 8% du marché mondial de l'hydrogène à partir de leur capacité renouvelable uniquement. Parce qu'il n'y a pas de pétrole au Maroc, là, pour le coup. Là, on est vraiment sur du vert. Et vous allez effectivement l'entendre certainement parler. Donc ces pays rentiers et ces nouveaux opportunistes qu'on vient rapidement de citer, on ne les a pas tous cités, de fait, ils sont actuellement en train de générer une dynamique commune qui fait que, tout simplement, l'hydrogène est en train de devenir quelque chose de sérieux, et au point qu'une diplomatie, voire une géopolitique de l'hydrogène émerge, parce que ce soir, je n'ai pas le temps de vous raconter non plus toutes les institutions internationales qui ont été créées autour de l'hydrogène pour justement essayer de cadrer les échanges entre pays et faire en sorte que ces marchés existent pour développer des régulations, pour développer des bourses d'échange, etc., des standards et compagnie. Et puis, c'est pas du maritime, c'est du fluvial, mais ça nous intéresse quand même. Il ne faut pas oublier les chaînes de valeur fluviales non plus dans l'hydrogène. Typiquement, intéressez-vous par exemple à un projet qui s'appelle Blue Danube, donc Danube bleu en Europe. C'est un projet reconnu, projet d'importance commune au niveau de l'Union européenne. C'est un projet de près de 5 milliards de plus de 5 milliards d'euros qui consiste tout simplement à produire de l'hydrogène ici, sur la mer Noire, au niveau de la Roumanie. Donc on commence avec la mer Noire, puis on remonte. Et là, l'idée c'est de desservir l'Autriche, la Hongrie et éventuellement à la fin de l'Allemagne. Donc ça c'est l'idée. Et il y a un projet, il y a 5 milliards. Regardez aussi ce qui se passe dans le Grand Nord. Ah, ça, c'est mon autre expertise. Donc, du coup, je parle beaucoup d'Arctique et d'hydrogène. De fait, j'ai commencé à traiter les sujets hydrogène dans l'Arctique. Et il y a 10 ans, ou un peu moins de 10 ans, c'était balbutiant. Aujourd'hui, ça commence à devenir sérieux, pour plein de raisons différentes. La première des raisons, c'est qu'en Arctique, par exemple, vous avez beaucoup d'îlots énergétiques. C'est-à-dire beaucoup de villages qui vont être sur la côte de l'Alaska, par exemple, ou du Canada, ou même à l'intérieur des terres, bien sûr, qui aujourd'hui sont dépendants de générateurs diesel pour leur électricité. Et qui disent, avec l'hydrogène, peut-être que je vais pouvoir faire des énergies renouvelables,
et coupler ça avec de l'hydrogène pour pouvoir stocker mon électricité de manière saisonnière, carrément, sur le long terme. Il y a déjà des projets, évidemment, relativement importants à l'échelle de ces communautés-là, qui sont en développement tant en Alaska qu'au Groenland ou qu'au Canada. Mais surtout, ce qui intéresse en Arctique, c'est la dimension maritime de cet hydrogène. Et c'est ça qui va vous intéresser, évidemment, cher Christian, cher Eudes. Parce qu'on avait parlé déjà de l'Arctique maintes fois ensemble. Fondamentalement, le vrai sujet de l'Arctique, c'est que beaucoup de gens veulent l'exploiter. Il n'y a pas grand monde qui sait comment l'exploiter sans se faire taper dessus par les ONG. Donc, pour exploiter l'Arctique sans se faire taper dessus par les ONG, le numéro 1 mondial du transport maritime, qui s'appelle Maersk, qui est danois, a imaginé un truc. On va commander, alors je me mets dans la peau de Maersk, hein, voilà, donc on va commander presque une dizaine de navires, porte-containers, massifs, propulsés au méthanol. Méthanol, je vous l'ai dit, c'est un composé d'hydrogène. De fait, ça peut être un composé vert ou pas. Et du coup, ce qu'on va mettre dans le navire, ce n'est pas du méthanol en tant que tel, on va mettre du e-méthanol. Donc on va mettre du méthanol avec de l'hydrogène produit de manière verte. Et l'idée, ça va être tout simplement de développer des chaînes de valeur avec ce transport maritime, ces containers qui sont donc transportés par des navires propulsés au e-méthanol. CMA-CGM s'y intéresse aussi. CMA-CGM est rentré en grande pompe dans le Conseil de l'hydrogène, dont je parlais tout à l'heure, en 2020, et de fait s'intéresse très très rapidement à l'hydrogène, parce qu'ils ont compris que le GNL, c'était bien, mais c'était une énergie que de transition, et que cette transition, elle allait être plutôt courte vers des solutions véritablement zéro carbone. Donc en Arctique, il y a des opportunistes, parce que de fait, il y a des infrastructures portuaires, il y a de projets de transport maritime, etc. Et puis, il y a des infrastructures qui permettent d'imaginer le développement d'énergies renouvelables à grande échelle. Donc, ce que vous voyez derrière moi, ce sont les stratégies ou les feuilles de route arctiques qui existent. Au sein du Conseil de l'Arctique, il y a 8 États. Et bien, les 8 États ont une stratégie ou une feuille de route hydrogène à date, en 2021. Donc tout ça est très intéressant. Le dernier qui l'a publié, c'est la Russie. Et la mère patrie que vous connaissez si bien, la mère patrie, elle vous dit « je crois en l'hydrogène ». Alors pourquoi je crois en l'hydrogène ? Parce que tout simplement, si je suis la Russie, je peux, avec l'hydrogène, décarboner évidemment ma base rentière. Mais en plus de ça, la Russie, c'est des grands cours d'eau. C'est la Lena, c'est l'Ob, c'est le Yenisei, la Volga, pourquoi pas, bien sûr. Il y a du vent, évidemment, dans l'Arctique russe en particulier, évidemment, dans Sibérie centrale. Il y a du soleil. Évidemment, il y a des zones de l'Arctique russe où je vous rappelle qu'il y a du soleil permanent pendant 4 mois, 5 mois dans l'année. Tout cela est très intéressant pour eux. Et du coup, comme vous le voyez derrière moi, ils ont aujourd'hui la stratégie la plus ambitieuse jamais présentée. Bon, après, c'est la Russie. Hein. Ils peuvent être ambitieux et évidemment, ils n'atteindront pas l'objectif, ça on connaît. Ou alors en 2070, alors qu'ils disaient le faire en 2030, mais bon, ça on connaît. Le point, c'est surtout qu'il y a une ambition claire. Il manque juste les financements en Russie. C'est ballot. Il manque les financements. Du coup, il faut aller les chercher à l'étranger. Mais il y a un avantage. C'est que vous vous souvenez des sanctions qui ont été prises par les pays européens ou américains après l'annexion de la Crimée. Vous vous souvenez de ça ? Ça s'applique aux hydrocarbures. Ça ne s'applique pas à l'hydrogène. Et oui, ça sert à ça aussi. Ça sert à ça aussi. Si vous faites un projet hydrogène, alors même si vous utilisez du gaz au départ comme ressource, vous n'allez pas exporter du gaz. Donc vous arrivez à contourner les sanctions. Et au-delà de ça, il y a aussi le nucléaire en Russie qui est très intéressant. C'est pour ça que vous allez trouver à ce stade, au-delà de tous les projets de décarbonation que vous allez trouver dans le cœur de l'Arctique, dans la partie ouest, des projets pilotes actuellement en développement d'hydrogène dit rose, à partir de nucléaire. Et puis de l'autre côté, vous allez trouver donc une usine de production d'hydrogène vert destinée à l'exportation vers le Japon et la Corée du Sud, ici dans la zone de Magadan. Donc en Russie, il se passe des trucs. Et dans le reste de l'Arctique, il se passe aussi des trucs parce que tout simplement, si vous allez en Islande, c'est quasiment 100% de la production locale d'électricité qui est verte aujourd'hui, qui est complètement renouvelable. Pareil en Norvège. Le Groenland va arriver à 90% en 2050. Le Danemark, évidemment, monte au fur et à mesure qu'ils investissent dans leurs éoliennes, justement. Donc fondamentalement, tous ces pays-là
ont aujourd'hui ou vont avoir dans les 5 ou 10 ou 15 prochaines années des capacités de production d'hydrogène verte massives. Donc, typiquement, la Norvège va miser sur ça. La Norvège, dans sa partie nord, a beaucoup d'espace. Donc, c'est-à-dire très peu de gens pour venir leur dire, par exemple, des Stéphane Bern locaux qui leur diraient « Non, j'aime pas tes éoliennes ». Donc ça, il n'y en a pas, ou très très peu. Il y a les Samis, évidemment, mais qui sont un peu plus dans l'intérieur des terres. Donc quand même, ça laisse un petit buffer, une zone tampon entre le littoral et l'intérieur des terres où vous pouvez faire de l'éolien, par exemple, massivement. Et l'idée, ça va être de faire de l'éolien pour faire de l'hydrogène. Et quand vous faites de l'hydrogène avec un électrolyseur, vous avez de l'hydrogène d'un côté, mais vous avez aussi de l'oxygène pur qui sort de l'électrolyseur. H2O, le H2, tac, et le O, oxygène, reste aussi. Et du coup, avec cet oxygène, vous allez par exemple alimenter une ferme aquacole. Vous allez alimenter, par exemple, une usine de production agricole en hydroponie. Et puis, avec cet hydrogène, vous allez peut-être même pouvoir décarboner le Svalbard tout entier, parce que vous êtes juste en face. Et puis, vous allez surtout aussi, avec la chaleur dégagée dans le processus, alimenter les réseaux de chaleur pour tout simplement le réseau de chaleur du village local. C'est tout ça qui se joue. Ce n'est pas juste l'hydrogène pour l'hydrogène. Et il y a une dimension maritime qui est très claire parce qu'on est sur le littoral, parce qu'il peut y avoir effectivement des plateformes flottantes, etc. Parce qu'il peut y avoir un port aussi. Regardez, si on va un petit peu plus à l'ouest et qu'on va en Islande. En Islande, là c'est le projet Finnafjord, un grand projet de port, de hub maritime pour justement éclater les marchandises qui viennent ou qui partiraient de l'Arctique. Eh bien, l'idée, c'est on part d'une source renouvelable continue. En l'occurrence, en Islande, ça va être de la géothermie principalement. On va faire de l'électrolyse. Donc, j'ai de l'oxygène d'un côté, ça va alimenter ma ferme aquacole, évidemment. Donc, je vais faire du saumon que je vais vendre, tout ça. Et puis, avec l'hydrogène, je vais faire autre chose. Je peux faire de l'eau lourde ou alors, avec de l'azote, je peux faire de l'ammoniac et alimenter des navires. Navires qui peuvent être brise-glace, par exemple, ou qui peuvent être navires porte-conteneurs. C'est tout ça qui se joue. C'est ce qu'on appelle du sector coupling. Et cette idée de sector coupling, ce n'est pas juste donc, de l'hydrogène, c'est de l'hydrogène parmi plein d'autres choses. Donc voilà, en conclusion, j'en arrive évidemment à la conclusion, il faut le temps pour les questions-réponses. Très clairement, il y a toutes ces applications de production. Il y a aussi les applications de distribution et d'usage, sur lesquelles je n'ai pas forcément le temps de revenir, juste un petit slide pour vous parler à ce stade des perspectives pour les ferries régionaux ou pour les RoPax. Donc des navires de petite taille, des navires avec une utilisation très intense, qui, pour le coup, sont plus utiles à hydrogène qu'ils ne le seraient avec une propulsion purement électrique, notamment à cause du temps de recharge de la batterie électrique. Et au-delà de cela, si on reste dans le secteur, par exemple, portuaire, c'est la même chose pour les chariots élévateurs. Un chariot élévateur à l'électricité, vous avez, admettons, votre port qui fonctionne en 3-8, votre chariot élévateur va fonctionner 8 heures, puis les 8 autres heures, il va recharger. Donc ce sera bien pour votre troisième gars dans la journée qui va pouvoir réutiliser la machine, mais comparé à de l'hydrogène, un chariot élévateur à hydrogène qui se recharge en 8 minutes, juste pour faire un moyen mémotechnique de se rappeler, 8 heures, 8 minutes, eh bien de fait, si vous avez juste 8 minutes de temps de charge, c'est le temps de changer de gars, de changer de salarié tout simplement. Donc pour le coup, vous allez pouvoir utiliser votre chariot élévateur sur les 3.8 contre 2 cycles sur 3. Donc typiquement, c'est valable tout ça pour le transport sur des navires à intensité. Vous pouvez penser aussi au tug pour l'intérieur des ports. Bref, les logisticiens, les constructeurs navals, les Amazon, les Carrefour, les Walmart, les UPS, tout le monde s'intéresse effectivement à l'hydrogène. Les intégrateurs français, allemands, norvégiens qui font de la propulsion, qui font des systèmes intégrés à l'intérieur. Vous pouvez penser là à Naval Group, vous pouvez penser à Technip, vous pouvez penser à Wärtsilä en Finlande, vous pouvez penser à GTT pour rester en France. Bref, plein d'industriels qui sont effectivement déjà positionnés sur ces valeurs-là et qui sont donc du coup au sein du Conseil de l'hydrogène, de Hydrogène Europe, de France Hydrogène, de plein d'autres associations en train aussi de développer des partenariats pour accélérer tout cela. Donc aujourd'hui, sur le secteur du transport maritime, j'en ai pour 2 minutes, rassurez-vous. Vous avez grosso modo 4 possibilités pour faire ces grandes chaînes de valeur internationales, par exemple pour acheminer de l'hydrogène depuis l'Australie jusqu'en Allemagne. Soit vous allez avoir de l'hydrogène liquide. Mais comme vous le voyez, l'hydrogène liquide, là, c'est un peu cher. Ou alors vous allez avoir de l'ammoniac.
Ou alors, vous allez avoir des LOHC. Donc ça, ce sont des composés carbonés où on va re-adjoindre à la molécule d'hydrogène une molécule ou un atome de carbone pour pouvoir tout simplement faire en sorte que cet hydrogène se colle à la molécule de carbone et soit transportable facilement, molécule de carbone qu'on retirera en fin de processus. Ce n'est ni plus ni moins difficile que de faire de la gazification de gaz naturel, de faire de la liquéfaction de gaz naturel pour l'exporter sur de longues distances, puis de la regazéifier au port d'importation. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une grosse poche de valeur à aller chercher sur l'ammoniac, qui est le coût de la conversion. Le coût de la conversion, c'est-à-dire de la conversion d'hydrogène en ammoniac. Et de fait, ici, c'est là qu'on va retrouver le plus de valeur ajoutée potentielle aujourd'hui dans la filière. C'est sur cette dynamique de conversion. Alors que ici, le coût du transport pour l'hydrogène liquide est trop élevé et le coût du stockage aussi. Et puis, pour les LOHC, tout simplement, il y a un composé carboné, quoi. Donc on essaie de s'en débarrasser, tout simplement. Et enfin, l'hydrogène naturel. Perspective de long terme cette fois-ci, beaucoup d'hydrogène en mer, là pour le coup. Alors c'est peut-être que ça deviendra le nodule polymétallique du XXIe siècle, l'hydrogène blanc en mer. Mais aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il y a de l'hydrogène naturel à aller chercher en forant, un petit peu comme du pétrole ou du gaz, de manière conventionnelle, au Mali, au Kansas américain, à Oman, en Nouvelle-Calédonie, tiens, cocorico, en Russie, en Norvège, au Groenland. Il y en a un peu partout, ou en tout cas un peu partout d'un point de vue géopolitique, mais ça ne va pas être si simple que ça. On n'y est pas encore à cet hydrogène naturel. Mais c'est un vrai Graal pour la filière, parce que c'est ce qui coûterait le moins cher, évidemment. Et typiquement, le cas du Mali est intéressant, parce que c'est là qu'il y a le premier champ d'exploitation d'hydrogène naturel, à Bouraké-Bougou, à 60 km au nord-ouest de Bamako, depuis septembre 2020. Sauf que le problème, c'est que le Mali est un pays enclavé, n'a pas accès à la mer. Et de fait, le Mali a du mal à travailler avec ses amis de Guinée, ses amis du Sénégal ou encore de Mauritanie, je ne vous parle pas de la Côte d'Ivoire encore, pour pouvoir développer tout simplement une chaîne de valeur pour pouvoir arriver jusqu'au port et ensuite pouvoir l'exporter massivement, par exemple, vers l'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les investissements maliens, c'est des investissements en fait canadiens, mais pour l'instant, c'est une utilisation strictement locale, tout simplement. Instabilité politique trop grande et enclavement. Donc du coup, certains se disent, pourquoi ne pas utiliser le fleuve Gambie pour arriver jusqu'à la côte et faire du fluvial plus du maritime? Ça, c'est un autre exemple. Mais on en est encore loin a priori. C'était juste un exemple pour vous dire que l'enclavement peut poser problème. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'il faut retenir. Vous avez là une carte, et c'est ma vraie conclusion. J'ai gagné 5 minutes. C'est ma vraie conclusion. Vous avez donc sur cette carte en vert les pays qui ont publié une stratégie hydrogène à ce stade, ou une feuille de route. Et en orange, tous les pays qui sont en train de l'écrire. Ça en fait quand même un certain nombre. On est à plus de 40 à ce stade. Et ce n'est pas des petits pays. C'est des pays qui, si j'additionne bêtement tous les PIB de ces pays, ceux qui écrivent une stratégie et ceux qui l'ont déjà publiée, j'arrive à 92% du PIB de la planète. Alors je ne dis pas que 92% du PIB de la planète va être décarboné avec l'hydrogène, c'est pas ça que j'ai dit. Juste que ce sont des pays majeurs. Que ce soit des pays rentiers, des opportunistes, ou des pays comme la France qui se disent « je vais pouvoir devenir souverain énergétiquement grâce à mon hydrogène ». Donc l'enjeu, c'est véritablement cette logique de est-ce que l'hydrogène va faire en sorte que la géopolitique de l'énergie reste centralisée sur quelques petits pays, sur quelques producteurs en masse, ou est-ce que ça va se démocratiser, se décentraliser avec des logiques de circuits courts? C'est véritablement ça la question. Et elle se pose sur l'ensemble de la filière, sur la production, sur le transport, sur le stockage, sur la conversion, sur la distribution. Et enfin, la France a une carte à jouer, pas juste au niveau national, hexagonal, mais aussi dans les Outre-mer. Première mondiale à La Réunion, en 2014, dans le cirque de Mafat. Première mondiale, en septembre 2021, en Guyane, avec le projet CCOG, non loin de Saint-Laurent-du-Maroni. Première mondiale aussi en Martinique, avec le projet de la Sahara, financé par la Commission européenne. Tout cela est en train de se faire dans les Outre-mer, donc en théorie loin de chez nous. On ne le sait pas, les médias en parlent peu, pourtant c'est bien des réalités, et c'est ça qui permettra sans doute à la France de se positionner massivement sur le marché de l'hydrogène, en plus, évidemment, de tout ce qui se fait déjà sur l'Hexagone. Merci de m'avoir écouté, et si vous voulez en savoir plus, merci. Merci.
Et pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous pour le coup. Il aurait dû sortir en août. Je n'ai pas pu l'écrire pour qu'il sorte en août et je m'en excuse. Il sortira du coup fin février, début mars. Si mon éditrice m'écoute sur Internet, elle me tue que je dise début mars parce qu'on avait dit fin février. Mais l'idée, voilà, c'est que ça vous serve et que surtout vous ayez toutes ces mines d'informations sur l'hydrogène pour avoir une bonne idée de l'hydrogène. Donc fin février, a priori, au PUF. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me contacter ou m'ajouter sur les réseaux sociaux si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci, cher Mika, pour cette présentation. Qui mieux que toi aurait pu parler de ce dossier complexe, plein d'avenir, porteur? Moi, j'en aurais une, j'abuse de prendre la parole. J'ai une question qui m'intrigue beaucoup, c'est la dernière carte. Est-ce qu'on a, au-delà de ce que tu as montré, une petite idée du potentiel français au niveau de l'hydrogène par l'outre-mer? On sait que le domaine maritime, c'est 96%, enfin, le domaine maritime français, c'est à 96% par l'outre-mer, mais cet outre-mer, qu'est-ce qu'il peut nous apporter en termes de potentiel au niveau de l'hydrogène? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire du potentiel de la France quelque chose d'exceptionnel en termes de classement sur le potentiel que nous avons? On est déjà très bien positionné par rapport aux terres rares. C'est intéressant, parce que nous allons avoir le référendum le 12 décembre sur la Nouvelle-Calédonie. A priori, elle resterait française, mais bon, une élection n'est jamais jouée. En termes de potentiel, qu'est-ce que cet outre-mer incroyable de la France peut apporter? À un moment où on parle beaucoup de l'outre-mer, je sais. Je vais vous décevoir, chers camarades, je n'en sais strictement rien. Je n'en sais strictement rien. Pour une raison assez simple, c'est que jusqu'à maintenant, personne ne s'est posé cette question, en tout cas pas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'outre-mer français, les potentiels sont là. On imagine, on a des entreprises françaises, mais pas que, hein, on a des entreprises aussi allemandes, belges, britanniques, islandaises, qui regardent justement dans les outre-mer français quels pourraient être les potentiels, qui voient des potentiels aussi bien en Polynésie, par exemple, avec du solaire flottant ou avec de l'éolien, qui voient du potentiel avec de l'éolien ou de la géothermie, par exemple en Guadeloupe, sur Basse-Terre, ou qui imaginent potentiellement faire une chaîne de valeur à partir de la Dominique avec la Guadeloupe et la Martinique de chaque côté, d'autres qui envisagent aussi la Guyane avec ses potentiels hydro absolument massifs qui aujourd'hui ne sont pas utilisés ou sous-utilisés. Donc de fait, et puis sans parler du solaire bien sûr, il y a tous ces pays qui sont aujourd'hui en train de refaire, comment dit-on ça, de rénover leur base antarctique, qui sont en train de regarder s'il n'y a pas un potentiel pour décarboner les bases antarctiques grâce à l'hydrogène. Et ça, on a les Pays-Bas, les États-Unis, on a la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui regardent tout ça, et la France un petit peu aussi, plutôt pour Kerguelen d'ailleurs que pour Terra Delli, mais ça on pourra reparler. Bref, donc il y a tout ça, on le sait. Mais est-ce qu'il y a une étude qui montrerait un potentiel consolidé des Outre-mer français sur l'hydrogène vert? Non. Et c'est justement ce qu'on va essayer de faire avec la chaire Outre-mer de Sciences Po. C'est-à-dire qu'on a effectivement eu plusieurs demandes de gens du secteur de l'hydrogène, ou pas d'ailleurs, pour justement faire cette étude de manière à pouvoir la montrer au monde en disant voilà ce qu'on peut faire dans les hydrogènes, dans les Outre-mer français. Et dernière phrase, en fait, on va essayer d'aller plus loin en développant un programme de travail avec l'Agence internationale de l'énergie, si ça marche, autour des hydrogènes insulaires. Parce qu'il n'y a pas que les Outre-mer français, il y a toutes les petites îles du monde, il y a les pays insulaires, il y a les pays archipélagiques qui peuvent avoir un intérêt justement pour décarboner tous ces petits îlots énergétiques, comme en Arctique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, à tous les applaudissements chaleureux que tu as eus, il faut rajouter certainement ceux qui sont, en visioconférence, qui sont certainement frustrés de ne pas pouvoir t'applaudir. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions, par contre, effectivement, qui peuvent venir soit de nos amis qui sont en distanciel, soit ceux qui nous font l'amitié d'être en présentiel. Il y a 2 micros à votre disposition, un côté, voilà, bâbord par rapport à moi. Oui, vous voulez intervenir? Merci d'avoir la gentillesse, comme à chaque fois, de bien vous présenter. Je vais me lever, ce sera mieux. Du coup, je suis Loubat Alexis, je suis en L1 d'histoire, parcours, géographie. Et du coup, ma question, c'était quelque chose que vous n'avez pas vraiment abordé, c'est, même si c'est assez à long terme et plutôt utopique, c'est l'application de l'hydrogène, avec le deutérium et le tritium dans la fusion nucléaire. Est-ce que c'est, avec le projet ITER, notamment dans le sud de la France, est-ce que c'est pas plutôt aussi un secteur où il faut un peu plus investir pour, même si c'est plus en test? Voilà. Alors merci pour votre question qui est hyper pertinente en fait, tout simplement. Effectivement, ce que j'essaye de montrer aux gens qui sont pro-nucléaire, anti-hydrogène,
comme ceux qui sont pro-hydrogène, anti-nucléaire d'ailleurs, que les deux n'ont pas à être mutuellement exclus. Parce qu'effectivement, il y a deux sujets. Un, c'est qu'on peut tout à fait imaginer faire de l'hydrogène pour flexibiliser certains usages, notamment pour décharger à terme nos réseaux au fur et à mesure qu'on va électrifier, par exemple, nos moyens de transport. Donc fondamentalement, faire de l'hydrogène, comme je l'ai dit, rose, à partir de nucléaire, c'est une potentialité qui est développée actuellement, pas juste en France, mais en Suède, en Finlande, en Ukraine, en Roumanie, et on retrouve même des pays bien lointains, par exemple en Afrique ou en Asie du Sud-Est, qui sont en train, là aussi, de bâtir des chaînes de valeur nucléaires et hydrogène, en tout cas qui y réfléchissent et qui font des études sur le sujet. Bon. Mais il y a le sujet de la fusion à long terme, qui est très intéressant aussi et qui n'est finalement qu'une extension de ce qui existe déjà dans le secteur spatial, en réalité, puisque c'est pareil, on manipule et on maîtrise de l'hydrogène dans le secteur spatial, demandez à Air Liquide là-dessus, ou à Ariane Espace depuis bien plus de 60 ans. Donc notre sujet, c'est est-ce qu'il faut la même masse d'hydrogène pour faire une chaîne de valeur, comme on l'a montré là, ou pour faire de la fusion? La réponse est non. Pour faire de la fusion, on n'a pas besoin de la même masse d'hydrogène que ce qu'on imaginait là. Donc, aujourd'hui, avoir toutes ces unités de production massive d'hydrogène, ça ne va pas servir à la fusion, ou marginalement, ça va surtout servir à décarboner des usages. Qui souhaite intervenir? En attendant que le micro passe dans la salle, je vais reprendre une question d'Étienne Le Bouteiller sur le distant. Je comprends qu'il n'y a pas de politique européenne de l'hydrogène. N'est-ce pas désolant? Je compléterai la question en disant à quoi peut servir une politique européenne de l'hydrogène éventuellement? Et puis, est-ce que les politiques françaises et allemandes telles qu'elles existent aujourd'hui sont liées aux positions vis-à-vis du nucléaire? Ok, merci Eudes pour votre question. Je vais la prendre à l'envers. La réponse est oui. Les positionnements français et allemands sont clairement à partir du nucléaire. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans le cadre de la stratégie énergétique européenne en général, les Allemands essayent d'imposer aux Français et aux autres Européens aussi, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les Français qui font et qui veulent faire du nucléaire, ils essayent d'imposer leur vision, tout simplement qui consiste à dire pas de nucléaire. Et si vous voulez, le vrai sujet qu'on pose aux Allemands, c'est vous pouvez décider de ne pas faire du nucléaire, mais pourquoi l'imposer aux autres? C'est exactement ce que les Belges ont dit. Les Belges ont dit on ne fera plus de nucléaire, mais on ne va pas empêcher les autres d'en faire s'ils le veulent, même s'ils sont frontaliers. Donc ça, c'est un élément clé. Le deuxième élément, c'est donc à quoi sert une stratégie hydrogène européenne? Elle sert tout simplement à cadrer des intérêts qui sont divergents. Parce que de fait, quand on voit l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, mais là c'est un peu plus marginal, qui disent clairement, nous on va importer de l'hydrogène parce qu'on ne peut pas forcément en produire suffisamment nous-mêmes ou parce que c'est juste moins cher et plus intéressant économiquement, même si ça ne nous permet pas de devenir moins dépendants de l'étranger, et bien tout simplement la France et d'autres pays qui veulent faire plutôt de l'hydrogène en circuit court disent exactement l'inverse en disant non, l'hydrogène c'est l'opportunité de devenir souverain. Et c'est là qu'on va parler de souveraineté. Alors en France, on a une vision de la souveraineté qui va être réduite à nos frontières, voire à l'outre-mer, pourquoi pas. C'est pas dans la stratégie. La stratégie, c'est l'hexagone. L'outre-mer est loin dans la stratégie, pour ne pas dire quasiment absent. Mais ce qui est important, c'est que fondamentalement, à l'échelle européenne, on peut tout à fait imaginer produire de l'hydrogène en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, ou encore de l'autre côté, là où il y a des potentiels éoliens très importants, Danemark, Pays-Baltes, Irlande, qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc du coup, on a cette dimension qui est très importante et qui peut servir des emplois en France parce que quand on veut faire de l'éolien offshore en Irlande ou aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, ils jouent sur les deux tableaux pour le coup, de fait, c'est des boîtes françaises qui essaient de piloter ça. C'est des boîtes françaises qui font les flotteurs, c'est des boîtes françaises qui veulent faire les intégrations avec les turbines, c'est des boîtes françaises qui veulent faire les électrolyseurs, c'est des boîtes françaises qui... etc., etc., etc. Donc cette souveraineté grâce à l'hydrogène peut être pensée à l'échelle européenne. Mais pour ça, il faut trois choses. Il faut déjà une stratégie alignée entre les États membres, ce qui n'est pas le cas, on l'a dit. Il faut deuxièmement des standards et une taxonomie, une régulation commune de l'hydrogène. Et là aussi, on n'est pas d'accord. Les Allemands voudraient imposer le fait que de l'hydrogène fait à partir de gaz naturel, donc l'hydrogène bleu, pas l'hydrogène gris, il ne faut pas abuser non plus, mais donc que cet hydrogène bleu est un hydrogène bas carbone.
et donc peut être considéré comme une source verte. Si je résume, les Allemands nous disent, pour que ça percute tranquillement, que le gaz c'est vert. Si je résume. Nous, on dit que le gaz c'est pas vert, de facto. Même si on a des entreprises françaises qui sont dans les leaders mondiaux, là aussi, en termes de potentiel par rapport à l'hydrogène bleu. Pensez à Technip Energies, ou pensez à Total, ou pensez à Air Liquide. Donc, bref. Tout ça pour dire qu'il faut donc une stratégie alignée. Il faut ensuite des standards communs. Il faut des certificats d'origine qui soient reconnus. Ne serait-ce que pour qu'une boîte française qui veuille acheter de l'hydrogène vert, par exemple en Estonie, tout simplement parle le même langage avec l'Estonie quand il s'agit de définir ce qui est véritablement vert dans l'hydrogène. Et puis le dernier point, c'est qu'on a besoin d'une bourse de marché de l'hydrogène. Une bourse de marché qui n'existe pas. On a le WTI par exemple, le West Texas Intermediate pour le pétrole. On a le Brent qui existe pour la mer du Nord pour le pétrole. Bon, on a, dans le secteur du gaz, c'est plutôt régionalisé. Bon, mais il y a des standards. Cette bourse de marché hydrogène, elle n'existe pas. Et cette bourse de marché hydrogène, c'est dans la stratégie européenne. L'idée, c'est de la faire en Europe et c'est de la faire rapidement, de manière à ce que les acteurs internationaux qui veulent exporter dénominent leur contrat d'exportation en euros. Et donc l'idée, à la fin, c'est quoi? C'est que si jamais, j'en arrêterai là, rassurez-vous, si l'hydrogène, effectivement, arrive à capter 25% du mix énergétique mondial à l'horizon 2050, comme l'Agence internationale de l'énergie le lui promet, 25% du mix énergétique mondial. Eh bien, tout simplement, si ces 25% pouvaient être dénominés en euros, ce serait aussi puissant, ça rendrait l'euro aussi puissant que le dollar américain. C'est ça aussi qui se joue. Et c'est ça aussi un élément géopolitique. Mais pour ça, il faut s'entendre. Et puis c'est les Néerlandais qui pilotent ce projet de bourse européenne de l'hydrogène, soit dit en passant. Oui, bonjour, Philippe Petier, enseignant de lettres en lycée. Je voudrais revenir à une question plus concrète, excusez mon ignorance, mais de savoir quelles sont les limites, les avantages d'un moteur, d'une pile à combustible par rapport à un moteur diesel et pour la propulsion notamment des navires marchands style porte-containers qui doivent charger de l'énergie pour être capables de parcourir plus de 10 000 nautiques d'une traite. Alors en fait, il n'y a pas qu'un type de propulsion hydrogène. C'est-à-dire que de fait, il y a la pile à combustible que vous avez citée. Donc la pile à combustible, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un électrolyseur inversé. L'électrolyseur, c'est quoi? C'est vous avez de l'eau, donc H2O, vous faites venir dedans un courant électrique, et ça devient H2 d'un côté et O de l'autre. La pile à combustible, c'est l'exact inverse. Vous prenez votre hydrogène d'un côté, vous adjoignez de l'oxygène, et boum, ça fait de l'énergie, ça fait un électron et un peu de chaleur. Bon. Donc la pile à combustible, c'est l'effet inverse. Mais il n'y a pas que ça pour propulser les navires. Et de fait, c'est pas véritablement sur ça, en tout cas il n'y a pas que ça, sur quoi les grands motoristes tels Wärtsilä ou Rolls-Royce ou autres partent aujourd'hui pour ce qui est des moteurs aussi bien pour l'avion que pour le naval. L'idée, c'est que vous pouvez faire aussi des moteurs à combustion interne. Des moteurs à combustion interne comme les moteurs de vos voitures actuelles thermiques classiques. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Et d'ailleurs, ce sont dans le monde entier des chercheurs français qui sont là aussi particulièrement à la pointe sur le sujet. Allez voir par exemple l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle sur le sujet. Et du coup, à l'IFPEN, mais ailleurs aussi, on va militer pour ne pas oublier les moteurs à combustion interne avec de l'hydrogène, parce que de fait, la puissance délivrée peut être tout à fait intéressante avec des frais d'infrastructure qui peuvent être bien moindres qu'une pile à combustible. Je vous prends un exemple concret. Vous avez aujourd'hui des voitures, par exemple des flottes de taxis. Vous avez des bennes à ordures, vous avez des chariots élévateurs, vous avez des navires qui sont utilisés de manière très intensive, des semi-remorques, pourquoi pas. Vous pouvez les passer à pile à combustible, très bien. Mais pour ça, en fait, il va falloir construire de nouveaux bateaux, de nouveaux moteurs, de nouveaux camions, etc. Ou vous pouvez prendre l'existant et faire ce qu'on appelle du rétrofit. Donc ce rétrofit consiste tout simplement à adapter le circuit de motorisation, de propulsion d'une voiture, d'un camion, d'un bateau, etc., pour pouvoir accueillir de l'hydrogène comme carburant.
Et c'est cette perspective-là aujourd'hui qui intéresse et qui suscite beaucoup d'investissements en Europe et ailleurs. Et là-dessus, vous avez grosso modo 3 possibilités. C'est ce que je vais essayer de dire à la fin rapidement. Soit vous utilisez de l'hydrogène pur, liquide, sauf que l'hydrogène liquide, pour le conserver liquide, il faut le garder à moins 253 degrés Celsius. Donc, le bilan énergétique de cette opération n'est pas nécessairement intéressant, en tout cas pas pour des navires qui passent, je sais pas, 10 jours, 30 jours, 40 jours pour arriver d'un point A à un point B. Par contre, pour un RoPax, ça peut être intéressant. Par contre, ça peut être intéressant aussi pour des flottes de taxis, pour des avions à terme. C'est d'ailleurs l'une des solutions vers lesquelles va Airbus, soit dit en passant, mais ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez la propulsion ammoniaque. Propulsion ammoniaque, donc, qui va nécessiter une gestion de l'azote. Mais cette gestion de l'azote, aussi bien d'un point de vue chimique que d'un point de vue de sa toxicité, nécessite moins d'injection énergétique que de l'hydrogène liquide. On s'y retrouve. Et puis enfin, il y a d'autres capacités de propulsion aujourd'hui qui sont développées notamment par Wärtsilä, je l'ai cité tout à l'heure, ou Rolls-Royce ou d'autres, qui espèrent pour le coup trouver encore un autre moyen de pouvoir propulser les navires sans utiliser de composés carbone. Mais bon, aujourd'hui, celui qui les intéresse le plus, parce que c'est ce qui serait le plus efficace économiquement, mais aussi en termes de conversion, en termes de stockage et en termes de moindre déperdition, c'est donc le e-méthanol. C'est-à-dire faire donc du méthanol, mais avec de l'hydrogène vert. Est-ce que ça répond bien à votre question ? Merci beaucoup. Souhaite encore intervenir. Merci. Bonsoir, je suis Antoine en première année d'histoire parcours géographie à l'ICP. Alors j'avais une question un peu terre à terre, c'est juste, vous n'avez pas parlé spécifiquement de chiffres, dans le sens où on ne sait pas ce que ça pourrait donner d'ici 10-15 ans, le nombre d'employés que ça pourrait donner en France tout autour de l'hydrogène, dans les dom-toms qui sont des régions délaissées en France depuis longtemps. Ça pourrait créer des emplois, redynamiser, juste rien que faire des routes dans ces régions-là. Ça paraît assez fou, mais il y a des endroits où il n'y a pas de routes bétonnées, ce qui est fortement impactant pour l'économie locale. Donc je voulais savoir combien ça pourrait rapporter à la France et aux Français d'investir dans l'hydrogène. Merci. Merci beaucoup de votre question. Alors, il y avait beaucoup de chiffres sur les slides. Évidemment, je ne les ai pas tous détaillés juste par manque de temps, bien sûr. Mais n'hésitez pas, du coup, à retourner sur les slides. On les partagera, évidemment, sans souci, comme on l'a dit. Aujourd'hui, je suis incapable de pouvoir quantifier le nombre d'emplois qui pourraient tout simplement être développés avec l'hydrogène dans les Outre-mer parce que je suis incapable de quantifier la possibilité la quantité d'hydrogène que je pourrais éventuellement, en tant que France, bien sûr, produire dans ces territoires. J'en sais rien, donc je ne peux pas vous le dire. En revanche, ce que je peux vous dire, je vous l'avais dit au tout début, l'un des objectifs de la stratégie nationale 2020, c'est donc de pouvoir avoir 50 000 à 150 000 emplois pour le secteur de l'hydrogène partout en France, principalement dans l'Hexagone et principalement sur 7 bassins littoraux, et pas que littoraux d'ailleurs, hein, l'Alsace n'est pas encore une île. Bref, donc mon point, il est simple. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'hydrogène, on ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas où ça va aller. On sait qu'il y a des potentiels, on sait qu'il y a des business cases, on sait que ça paraît logique sur un certain nombre d'aspects, ça paraît moins logique sur un certain nombre d'applications. Il y a certainement aussi des progrès dans le secteur de la batterie ou dans le secteur tout simplement des réseaux qui va permettre de faciliter, peut-être de flexibiliser un petit peu plus les flux électriques dans le cadre de notre rectification de notre économie. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les projections de la littérature, qu'elles soient académiques ou qu'elles proviennent d'institutions internationales comme l'AIE ou de banques de refinancement ou de banques internationales ou je ne sais quoi, on parle de 10 à 25% de captation du mix énergétique mondial avec l'hydrogène. Ce n'est pas l'hydrogène à lui seul qui va remplacer le pétrole ou le gaz ou le charbon. Ce n'est pas lui à lui tout seul. En revanche, c'est une brique de la transition énergétique et c'est une brique qui permet d'en débloquer d'autres. Comme par exemple de faire des projets d'énergie renouvelable intermittente qui du coup seraient beaucoup plus rentables et intéressants. Voilà, je suis désolé de botter en touche, j'ai pas le choix. Cependant, dernier point, l'ADEME travaille aussi sur le sujet
Et du coup, peut-être que l'ADEME aura des données chiffrées, en plus des nôtres à la chaire Outre-mer, d'ici 1 an, 2 ou 3. Peut-être des réponses très très courtes. Qui a le micro? Oui. Ici, une là. Non. Et monsieur, on va faire les réponses concis, tu peux. Bonsoir, je suis William, en L1 d'Histoire Géo. Je me demandais, est-ce que la question d'une utilisation militaire de l'hydrogène a été posée, comme notamment dans la marine nationale, des bateaux plus autonomes? Je vous vois vous secouer les mains. Oui, vous me voyez secouer les mains parce que oui, elle est posée, mais on ne peut pas en parler. et deux, surtout, les armées, en particulier la marine, a besoin de solutions robustes. Donc, les armées vont jouer peut-être le rôle de pionnier, mais jusqu'à une certaine mesure, parce que ce qui compte, c'est la fiabilité, la robustesse des systèmes. Donc, on se donne rendez-vous d'ici 2025-2030 sur le sujet, mais effectivement, un certain nombre d'acteurs du maritime, où on pourra en parler avec le GICAN, par exemple, travaillent effectivement sur le sujet. Oui, bonsoir, Grégoire Maringui, là, en première année de licence Histoire Géo. Je voulais savoir quel était le temps estimé pour réaliser les projets sur l'hydrogène, quelle était la procédure pour pouvoir l'acheminer pour des projets civils et militaires en général. J'aurais envie de vous dire, ça dépend de la taille de votre bureaucratie. Ça dépend aussi de où sont organisés vos projets. Est-ce que c'est des projets dans des zones très habitées, comme par exemple dans certains projets littoraux, on peut penser à Saint-Brieuc par exemple, la baie de Saint-Brieuc, ou Dunkerque, ou est-ce que c'est des projets dans des zones complètement isolées, par exemple de l'Arctique norvégien ou du nord-est de l'Islande ou du Groenland, ou de l'Arabie Saoudite ou que sais-je. Ça dépend de est-ce que votre État évidemment est plus ou moins coercitif dans sa transition énergétique. Pensez par exemple à la Chine ou l'Arabie Saoudite, au hasard. Mais ça dépend aussi et surtout de la capacité, et ça c'est quelque chose qui est très très peu discuté dans les cénacles l'hydrogène, dans les salons, etc., c'est la question de la formation. Parce que on peut dire que l'hydrogène va avoir un potentiel en 2025, en 2030, en 2035. Si vous voulez véritablement avoir un potentiel majeur dans l'hydrogène dans 5 ans, il faut former vos gars maintenant. Vos gars ou vos filles, hein, c'est pas le sujet. Hein. Il faut les former maintenant. Si vous voulez avoir des projets dans 2030, il faut des gens qui soient formés dans les 5 prochaines années. Donc il faut bâtir des programmes de formation, il faut bâtir des écosystèmes qui connectent des entreprises avec des laboratoires, avec des universités, etc. etc. Il faut des financements derrière, d'État ou pas. Mais tout ça, ça ne se fait pas effectivement en 2 ans. Et de fait, un territoire par exemple comme la Namibie, on a vu avec le MEDEF, le président namibien, il y a quelques semaines sur le sujet de l'hydrogène, de fait, ce sont des main-d'œuvre belges qui vont venir faire les projets en Namibie. Ça permettra de former des Namibiens à terme, mais de fait, il y a un déficit en termes de formation locale parce qu'ils veulent aller très vite. C'est valable pour le Chili, c'est valable pour l'Australie et plein d'autres pays. Je vois qu'il est 19h30, je fais très court et je sais qu'il y a 2 questions. 2 dernières questions, monsieur, et puis donc un étudiant, et puis après, Audrey Blier va conclure. Pouillot, ex-DRH, ex-étudiant de la Cato. C'est une question qui n'est pas une blague. Est-ce que le gaz produit par le bétail indien joue un rôle dans la pollution? Bien sûr. La question du méthane, évidemment, produit par le bétail, joue évidemment dans la transition énergétique. On blaguait dessus avec nos amis normands lors d'un dîner la semaine dernière. De fait, on va pas mettre les vaches sous cloche. Cependant, effectivement, la question de l'élevage et du bétail est évidemment majeure dans la transition énergétique. Absolument. C'est plus de gaz à effet de serre que l'ensemble du transport mondial aujourd'hui. Ah mais oui. C'est folie. Hein. Si vous voulez avoir une vraie action sur votre bilan carbone, monsieur, n'hésitez pas à ne plus manger de viande. Voilà, pour cette raison-là. Une dernière question. Je dis ça, je suis pas végane. Hein. Vous pouvez manger de la viande. Hein. Vous pouvez en manger moins, juste. Ah, c'est bon. Bonjour, Julien Rey-Faber, 2e année d'Histoire Géo. Je pose une question un peu plus technique et peut-être que je me base sur des infos qui sont un peu vieilles, parce qu'elles datent de quelques années, quand je faisais encore une formation scientifique. C'est que pour moi, les électrolyses nouvelle génération avaient un rendement beaucoup plus intéressant du point de vue énergétique, mais elles posaient le problème d'un entretien beaucoup plus compliqué
et coûteux, à la fois énergétiquement, au point de vue carbone, pour les remplacements, etc., et d'un point de vue énergétique. Du coup, ma question, c'était, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'on est en voie d'amélioration? Est-ce que c'est plus intéressant, même en l'état actuel, que d'autres sources, moyens de production d'énergie? Et voilà, c'est à peu près tout. Merci pour votre question qui est tout à fait pertinente. Alors effectivement, vous l'avez peut-être pas bien vu parce que vous êtes quand même assez excentré, mais peut-être qu'il y a une télé là-haut, je ne sais pas. De fait, le sujet, c'est que vous avez plusieurs générations d'électrolyseurs, puisque c'est des électrolyseurs dont on se parle là. Donc cette génération, par exemple l'alcalin, première génération, technologie ancienne, je fais très court en 1 minute promis. Donc l'alcalin, efficience relativement moyenne, mais très peu cher à maintenir, très peu cher à construire. Donc pour le coup, assez économique. Ensuite, on a la deuxième génération, vraiment hyper court, avec les membranes à échange de protons, les PEM. Donc les PEM, vous avez raison, ce sont des électrolyseurs qui, par rapport aux alcalins, coûtent plus cher à construire, coûtent plus cher à maintenir, et en plus de ça aussi vont avoir un sujet de matériaux plus nobles pour faire l'échange de protons, pour faire la membrane. Donc c'est peut-être pas forcément le PEM qui l'emportera. Mais ça a des avantages aussi, le PEM, puisque là, on est sur un taux d'efficience, par exemple, aux alentours de 70-75%, pour les meilleurs. Et puis, ensuite, vous avez donc ces troisième ou quatrième générations, où là, vous avez, on va parler d'oxyde solide, pour faire hyper simple, et surtout pour généraliser un peu tout le monde, haute température ou pas, enfin bref. Ces électrolyseurs-là, de troisième ou quatrième génération, ont des taux d'efficience de 90, 95, 98, 99% en fonction des boîtes. Le vrai sujet aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle les États, je ne l'ai pas dit au début, je le dis maintenant, pardonnez-moi, c'est la raison pour laquelle les États investissent en 10 secondes, c'est que tout simplement le coût de passer des technologies qui marchent à l'échelle du laboratoire à une très grande échelle pour faire ce genre de chaîne de valeur est important. Et les entreprises aujourd'hui, soit n'ont pas la possibilité de prendre ce risque, soit ne veulent pas prendre ce risque parce que le politique, lui, est prêt à prendre ce risque parce que ça lui sert évidemment électoralement parlant. Donc de fait, c'est aussi pour cela que vous avez des stratégies locales, des stratégies nationales, des stratégies européennes sur l'hydrogène parce que de fait, tout le monde y retrouve quelque part son intérêt. Et l'objectif, c'est donc d'arriver à ces nouvelles générations. Merci. Je prends simplement la parole 10 secondes pour vous signaler notre prochain Mardi de la mer, donc dans 15 jours, le 7 décembre, jour d'anniversaire de Pearl Harbor, mais c'est non pas pour parler de ce sujet, ça sera beaucoup plus attractif. La mer au cœur de ma vie, par Fabien Clos, qui est coureur, skipper et même écrivain maritime. C'est dire que nous aurons vraiment une séquence dense, forte et pleine d'émotions. Conclusion, encore 2 petites minutes, par le président de l'Institut français de la mer. Oui, merci Mika pour cette formidable présentation parce que avec toute votre rigueur scientifique, vous avez fait une très belle poésie également avec l'arc-en-ciel de l'hydrogène, mais aussi cette valse de 25 milliards d'euros pour un beau Danube bleu, pour nous annoncer des futurs emprunts russes ou le Graal des nodules polymétalliques de demain. Donc merci infiniment pour toute cette présentation à la fois scientifique, précise et poétique. Merci Mika. Ouais, bravo, c'est superbe. Je vais revenir au mois de mars. Je peux. Elle est prévue. Fais gaffe. Elle est prévue, donc ça reste dans l'agenda.